Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Double Focale, notre podcast ciné. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et rejoignez-nous pour des analyses de films passionnés et décontractés. Alerte spoiler, nos avis sont ceux d'amateurs et n'engagent que nous. Mais nous espérons que vous passerez un excellent moment en notre compagnie. Que ce soit dans votre salon, dans votre voiture, à vos fourneaux ou dans le métro. Belle écoute et action! Salut à tous. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode, l'occasion de vous parler des derniers films qu'on a vus. Et on va commencer avec The Drama, le film de Christopher Borgli. Alors ce film, vous avez certainement dû en entendre parler, et donc le synopsis est assez simple et mystérieux. C'est un couple comblé voit son bonheur mis à l'épreuve lorsqu'un rebondissement inattendu vient tout bouleverser à une semaine de son mariage. Voilà, et la bande-annonce, du coup, ne révèle pas le secret. Ça a été bien fait pour que, justement, ça laisse le suspense. Ça laisse le suspense. Et du coup, c'est sûr que ça donne envie d'aller voir le film juste pour savoir qu'est-ce que ça peut bien être. Donc, on va pas en parler tout de suite. On va donner notre avis d'abord sur le film, et après, on spoilera pour pouvoir rentrer plus en profondeur. Voilà. Je commence ? Allez, vas-y. Alors c'est la première fois que je voyais un film de Christopher Borgli. Et je crois que c'est la première fois qu'on voyait à l'écran en plus Zendaya et Pattinson et l'alchimie, elle passe plutôt bien. J'ai beaucoup aimé le film. D'une part, le montage est très intéressant et je trouve aussi les thématiques abordées plutôt pas mal. Et après, c'est un film qui fait cogiter, je trouve. Donc, vraiment un bon film pour moi. Oui, et puis dans la salle, ça permet aussi d'avoir des réactions du public Ouais. assez motivé, on va dire, Ouais. plus que pour d'autres films. Oui, parce que c'est un film, je pense, qui cherche pas à être dans le mainstream, dans quelque chose de... Ça voilà, cherche pas à être consensuel ou politiquement correct. C'est ça, tout à fait. Et donc, même si, peut-être, sans spoiler, mais sur la fin Enfin non, je vais pas dire, mais du coup, voilà, c'est pas aussi radical que ces films précédents, je dirais. Pour moi, qui les ai vus. parce que toi, tu les as vus, ouais. Je les montrerai. Et toi ? Et donc, du coup, moi, j'étais à fond dedans. La réal a été vraiment pas académique et avait un montage avec une narration un peu alternée où il y avait beaucoup de jump cuts où parfois ce qui était raconté par-dessus les images était intercalé avec des flashbacks, et du coup, des fois, on était un peu challengé de savoir dans quelle temporalité on était. Il n'y avait pas un vulgaire chant contre chant, etc. Et le montage est plutôt travaillé sur ce film, plus que dans une majorité de films de ce type, on va dire comédie romantique, entre guillemets, entre très gros guillemets. Et après, l'alchimie entre les deux était parfaite, et surtout tous les questionnements qui d'habitude sont des questionnements sur les relations de couple, mais là qui allaient un peu plus loin par rapport à ce secret, qui fait que du coup, c'est comme si c'était la version extrapolée des raisonnements sur ce qu'on doit se marier ou pas, de pousser le curseur au maximum pour faire ressortir toutes ces thématiques. Et donc, ouais, c'était super intéressant. Moi, j'étais à fond. Limite, je trouvais le film trop court. Donc, c'est plutôt bon signe pour moi. Parce qu'il fait 1h45, ouais, je crois. Il y a des moments, pour pas spoiler, bon, enfin, on va dire sur la dernière partie, moi, je pensais que ça serait plus long. J'aurais pas boudé pour un quart d'heure, 20 minutes de plus, pour qu'il y ait plus de péripéties, on va dire. Même s'il y a peut-être un léger ventre mou, peut-être au milieu, mais très léger. Mais ouais, non, très, très efficace. Ouais, pour ce qui est de la zone non spoiler, voilà ce qu'on pourra dire. Allez, maintenant, on va rentrer dans la zone du spoil et aller plus en profondeur dans le film. Bah alors déjà, on peut dire Christopher Borgli, du coup, c'est un cinéaste norvégien à la base. Donc son premier film, ça s'appelle Sick of Myself. C'était sur un couple plus ou moins d'artistes en Norvège, du coup, avec une petite copine qui voit son copain qui fait la une de journaux, qui se fait interviewer, prendre en photo parce qu'il fait des designs de meubles, si je me souviens bien, parce que je l'ai vu il y a un petit moment maintenant. Et elle n'arrive pas à attirer l'attention, et en gros, ça parle un peu de cette génération, entre guillemets, TikTok ou de fame, des réseaux sociaux, d'avoir envie d'être quelqu'un, en gros. Et du coup, elle va voir des articles d'une femme qui a pris une drogue russe, qui lui a complètement lacéré le visage, ou qui lui a fait plein de cicatrices au visage, des trucs pustuleux, mais un truc horrible. Et en fait, elle s'est dit, ah ben si je prends ce cachet,
que je le commande sur le net, etc., ben peut-être que moi je vais avoir la même chose, et du coup les gens vont être attirés par moi, dans le sens ils vont vouloir écrire des trucs sur moi. Donc ça part vraiment du postulat que prêt à tout pour qu'on parle de soi, pour attirer la lumière sur soi, même si c'est un truc horrible qui va autodétruire la personne, quoi. Et du coup ça pousse ce curseur comme ça sur jusqu'où on est prêt à aller pour attirer la fame, et du coup il y a un côté presque body horror, genre des films comme The Substance, pour citer que lui qui est récent, mais dans un truc plus quotidien, on va dire. Et ça part assez loin dans mes souvenirs, et il y a tout ce côté jalousie avec son petit copain qui lui se rend compte qu'elle commence à avoir plus de fame que lui, etc. Et donc c'est assez humour très très noir et très grinçant, et pour le coup ouais, c'est vraiment pas consensuel, et ça ressemble à comment s'appelle le réalisateur de Julien 12 chapitres que j'adore, Joachim Trier. Ouais. Ouais, on dirait du Joachim Trier mais version un Cauchemardesque. peu cauchemardesque, parce que bon, je dis ça parce que c'est aussi en Norvège, etc., mais du coup il y a un peu la même esthétique, on va dire, visuellement, sauf que ça part dans quelque chose de vraiment plus trash, ou plus sale gosse, on va dire, entre guillemets, du réalisateur. Et dans Dream Scenario, tu m'avais dit aussi qu'il y avait un petit côté cauchemardesque également. Oui, Dream Scenario, du coup, c'est un prof qui a pas tellement de charisme, qui porte des gros pulls en laine, et qui a une calvitie, enfin qui est vraiment pas mis en valeur, on va dire, dans le film, qui fait des cours un peu chiants pour les élèves. Et un jour, il vit sa vie normale, et il se rend compte que des gens dans la rue le reconnaissent, des inconnus, etc. Il sait pas pourquoi. Et en fait, il se rend compte qu'il y a des millions de personnes dans le monde qui rêvent de lui la nuit, qui dans leurs rêves le voient apparaître d'une manière ou d'une autre. Ça peut être cauchemardesque, ça peut être aussi juste un truc mignon, ou un rêve normal, quoi. Et donc il devient célèbre parce qu'il devient l'homme dont les gens rêvent alors qu'ils ne le connaissent même pas. Donc c'est assez atypique. C'est vraiment un postulat presque de 4e dimension, on va dire, très très atypique. Mais ce qui se passe, c'est qu'après, les gens finissent par faire des cauchemars de lui désagréables avec lui, et du coup, ils finissent par le détester. Et donc, ça parle de ce alors côté... qu'il a rien fait, Oui, voilà. c'est dans leur rêve. Et du coup, il y a un côté cancel culture, ou un côté un peu genre le regard des autres, les conséquences, les responsabilités qu'on a par rapport à notre image. Et en fait, tu te rends compte que c'est un truc qui drive vraiment son cinéma, parce que dans ce drama, il y a ça aussi. Donc c'est vraiment des thématiques qui lui tiennent à cœur. On retrouve le sujet des relations, le sujet du mal-être, notamment avec la révélation du secret de Emma, qui est jouée par Zendaya. On peut rentrer dans le sujet pour dire qu'en gros, c'est à une semaine en gros du mariage. Ils se réunissent avec leurs meilleurs amis, qui ont l'air d'être un couple qui sera leur témoin. Et du coup, il leur dit, nous, avant de se marier, on a révélé les pires choses qu'on avait fait dans notre vie avant, pour vraiment dire qu'on se connaît à 100%, qu'on a tout dit, les masques sont tombés, on est complètement transparent. Et donc, du coup, Zendaya révèle qu'elle a failli faire une tuerie de masse parce qu'elle était très mal dans sa peau, et qu'elle était prête à descendre tout un tas de personnes dans un lycée. Oui, on la voit, notamment dans le film, il y a plusieurs temporalités. On voit toute la temporalité du moment présent, avec notamment la préparation du mariage et le mariage. Et aussi toute cette temporalité quand elle est jeune, elle doit avoir 14 ans, je crois. Et en tout cas, ce qui est montré à l'écran. Et du coup, le film, finalement, on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai dedans. Donc, il y a tout un mystère dans le film. Et ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours un peu un doute au milieu sur est-ce que ce qui est présenté à l'écran, c'est la réalité. Mais on va partir du postulat quand même que oui. Parce qu'il y a une série de flashbacks où on voit elle petite, mais il y a aussi une série d'images fantasmées de ce que pense le personnage de Robert Pattinson, donc Charlie, son futur mari, qui imagine des choses, et du coup il a presque je sais pas si on dit images d'Épinal, ou en tout cas iconique dans le côté presque magazine, où il voit sa femme avec des armes à feu, il l'imagine dans plein de contextes où il est avec elle quand elle était petite, au moment où elle était prête à faire ça. Donc il y a presque un côté très malaisant aussi, presque... Et ce côté cauchemardesque qu'on retrouve aussi des précédents films du réalisateur. Et d'ailleurs, c'est produit par A24, qui est connu quand même pour avoir faire toujours des films atypiques. Des fois non, parce qu'ils ont fait Past Lives, par exemple, qui
qui est plutôt juste sur une relation, une romance. Ils peuvent faire des trucs simples, c'est plus dans l'esthétique. Ils ont une image qui est toujours léchée d'une certaine manière. Ils ont toujours une campagne marketing très particulière, mais c'est vrai que dans la majorité des cas, ils font des trucs un peu tordus ou un peu strange. C'est un peu devenu leur marque de fabrique. Mais par exemple, Civil War, c'est le blockbuster à la A24. Mais c'est pas forcément... Et donc, ce qu'explore The Drama, c'est l'impact que va avoir cette révélation donc, de Emma, jouée par Zendaya, autour de son entourage proche, donc son fiancé et les témoins de mariage. Et donc, ils vont tous avoir des réactions différentes. Et donc, il y a notamment la témoin, Rachel, qui, elle, le vit très, très, très mal, puisque sa cousine est devenue handicapée blessée après par une balle, par une balle perdue lors d'une tuerie, justement. Et donc, elle se ferme complètement et elle va essayer de gâcher toute leur relation. Elle va même pas essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait dans la tête de Emma quand elle était jeune. Il va y avoir donc le mari de Rachel, Mike, qui lui va avoir une attitude peut-être un petit peu plus empathique, mais bon, on ne fait que la traiter de folle après tout le reste du film. Et le futur mari, Charlie, qui lui est complètement perdu. Il débloque complètement là. Et il débloque complètement au point de faire des choses répréhensibles, comme jusqu'à presque tromper Emma. Et c'est vraiment intéressant parce que en tout cas moi ce que j'ai trouvé dans le film, c'est qu'il essayait pas de juger. Notamment Emma, c'est vraiment le spectateur qui a suffisamment de clés pour après lui dire est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était mal, ou qui est dans le bien ou qui est dans le mal, ou est-ce qu'il y a cette zone grise au milieu. Et je trouvais que le film était assez intéressant sur ce point-là, parce qu'il n'est pas pour moi dans le jugement, mais c'est aussi cette manière de présenter la chose qui peut peut-être rebuter certains spectateurs. J'ai vu que ça faisait beaucoup débat sur les réseaux sociaux. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont team Zendaya, on va dire, Emma, pour dire que c'est peut-être un peu exagéré la réaction de tous les autres. Et d'autres qui disent ouais, mais quand même ce qu'elle a fait c'est quand même fou. Enfin ce qu'elle s'apprêtait à faire, et c'est ça que ça pose comme débat, tout ce côté soit hypocrisie, soit regard des autres et jugement social sur elle, mais surtout ça pose le débat de peut-on juger une intention sans un passage à l'acte. C'est ça. Et c'est ça qui est atypique, parce que dans le film on comprend bien que instantanément après elle est allée dans la lutte contre les armes, dans des associations, etc., parce qu'elle a rencontré un gars qui voulait et elle s'y est sentie bien, enfin voilà, qui voulait qu'elle rejoigne le groupe. Et tu te dis bon, au final, si au dernier moment elle a eu un moment de grâce où elle a eu un raisonnement, où elle s'est dit là je pars trop loin, et qu'elle fait pas l'action, c'est vrai que tu peux entre guillemets pardonner, surtout qu'elle se faisait harceler à l'école, alors que les trois autres sont tous passés à l'acte en fait. Les trois qui la critiquent sont passés à l'acte, là où elle n'est pas passée à l'acte. Et donc du coup il y a ce côté peut-être hypocrisie de vertu signaling, de genre, se mettre en avant en chevalier blanc, alors qu'en vrai donc du coup son amie qui est censée être la témoin a quand même enfermé dans une caravane désaffectée, enfin une caravane abandonnée dans les bois, un enfant qui avait une déficience, une déficience mentale, et donc du coup elle l'a laissé enfermer pendant presque 24 heures au moins, voire plus. Ils considèrent qu'ils ont fait une battue, et que du coup ils sont allés dans les bois peut-être plusieurs jours, etc., pour le chercher, et après elle évacue presque la chose en mode on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais je sais qu'il a survécu, bien, etc. Mais c'est comme si du coup le fait qu'elle avait vu quelqu'un qui avait fait un truc pire qu'elle, elle était presque contente de pouvoir se dédouaner de ça. Ouais. Alors que après le petit copain de la témoin, lui c'est plus un acte un peu lâche, c'est de la lâcheté, tout à fait, pousser, de mettre de se protéger d'un chien enragé, avec son ex-copine. Et du coup le personnage Robert Pattinson, c'est Charlie, je crois, Charlie. lui aurait fait du cyberharcèlement au lycée avec un autre élève qui aurait déménagé. Bon, il dit qu'il ne sait pas si c'est une coïncidence ou pas, ou c'est ça, mais bon, a priori, c'est ce qu'il a fait. Donc, c'est surtout que c'est un truc qui fait quand même beaucoup parler notre époque. Et elle, bon, évidemment, si elle était passée à l'acte, c'était le pire truc qu'elle ait pu faire, mais elle ne l'a pas fait. Mais voilà, il y a ce côté aux États-Unis qui est tellement
prégnant parce qu'il y en a tout le temps, il y en a régulièrement, c'est presque dans l'ADN des États-Unis. Oui, je pense que c'est ça qui fait le choc aussi aux États-Unis, peut-être plus chez eux que aussi chez nous, c'est qu'il y a cette crainte régulière. Voilà, il y a quasiment chaque semaine des tueries de masse. Le second amendement chez eux qui est d'autoriser d'avoir une arme à feu. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans le film, c'est justement ce moment où ils se disent tous leurs secrets. Normalement, il y a un pacte. Quand on fait ce type de choses, il y a un pacte et on doit justement pas être dans le jugement, ce qui n'est pas du tout le cas dans le film. Et Zendaya, le jugement pourrait quand même être là si la personne te sort j'ai tué quelqu'un. Ça doit être un moment. Oui, évidemment. Il faut avoir évidemment cette limite-là, mais il y a quand même ce moment où on ose être dans une vulnérabilité complète si on joue le jeu et à dire vraiment des choses mal qu'on a faites. Et il y a aussi cette rupture de pacte. Et c'est la seule d'ailleurs qui a l'air de regretter, on dirait presque qu'elle pourrait se mettre à pleurer quand elle raconte son acte, alors que les autres ont tous rigolé en racontant leurs histoires. Tout à fait. Ça aussi, ça montre un contraste entre eux et elle. Et voilà, je trouve que ce moment, il est intéressant, où des fois, quand on essaie de faire preuve, ça montre quand on essaie de faire preuve aussi de vulnérabilité, ça peut se retourner contre nous, mais néanmoins, c'est quand même important d'avoir le courage de le faire, parce que surtout, quand on veut s'engager avec quelqu'un sur toute sa vie, c'est vraiment le moyen de se présenter tel qu'on est. Et on sentait aussi que le personnage d'Emma avait besoin d'être aimée pour qui elle était, et avec notamment ses parts d'ombre autant que ses parts de lumière. Donc je trouve ça vraiment intéressant, même si j'espère quand même que le film ne va pas rebuter les spectateurs à vouloir faire preuve de ces actes de vulnérabilité. Mais en tout cas, philosophiquement, je trouve ça super intéressant. Ça doit pas tout excuser, c'est sûr. C'est pas un mea culpa qui doit glisser, peu importe les actions. Mais disons que dans ce cas de figure, c'est quand même présenté progressivement. D'ailleurs, il cherche à comprendre ce qui lui est passé par la tête, que tu comprends que voilà, c'est un moment d'égarement, mais qu'elle a réussi à s'arrêter pile poil au moment où elle n'avait pas encore entamé la chose, même si elle avait déjà l'arme et qu'il y avait la démarche. Et dans une critique, quelqu'un qui a évoqué Minority Report, ça m'a fait rire parce que c'est quand même assez éloigné, mais du coup, le côté de ce qu'on peut juger quelqu'un pour un crime qu'il n'a pas encore commis, sauf que dans Minority Report, c'est juste les précodes qui voient dans le futur. Donc ils voient une action qui est prédestinée. Elle doit arriver, peu importe ce qui va se passer. Donc c'est normal, entre guillemets, d'arrêter l'action avant qu'elle se produise, parce que c'est quelque chose qui doit se produire, qui va se produire. Alors que là, c'est une action de responsabilité où elle s'est arrêtée avant d'avoir entamé quelque chose. C'est pas comme un délit de fuite où tu pourrais te dire oui, mais il n'a pas encore écrasé des gens ou un truc comme ça. Oui, mais à partir du moment où tu as créé l'action de rouler à 200 km/h en ville ou un truc comme ça, que tu risques, il y a une responsabilité qui est déjà engagée, tu vois. Et là, c'est pas le cas. Et donc, c'est pour ça que ça pourrait être pardonné, en fait, son action, aussi choquante soit-elle, quoi. Et autre point intéressant, c'est comment à la fin c'est résolu. En tout cas, moi je trouve ça intéressant. C'est que donc elle forcément elle s'est mise à nu sur sa vulnérabilité, et lui il perd complètement pied. Il se montre également dans tout ce qu'il a de plus sombre, et à la fin, malgré tout, après avoir mis en avant de part et d'autre leur part sombre, peut-être que c'est là où vraiment ça va consolider leur couple, parce qu'à la fin ils se choisissent. Et j'ai trouvé ça très fort aussi de pouvoir quand même montrer à l'écran que l'amour, c'est aussi ça, c'est pouvoir accepter de l'autre ses parts lumineuses et aussi ses parts les plus sombres. Bon, évidemment, oui, toute proportion gardée, toute proportion gardée, il y a des limites également, mais et voilà, c'est vraiment un film qui, pour moi, interroge les relations d'une manière un peu inédite. Enfin, j'ai rarement vu cette thématique traitée de cette généralement, manière. Tu l'as plutôt pour des disputes de famille qui vont partir en live, genre Festen, ou des films comme ça, mais pas nécessairement sur le couple. Mais... Et aussi, c'est pas autour de la tromperie. Donc là aussi, c'est une thématique qui
qui est aussi intéressant de partir de quelque chose de passé, très éloigné finalement d'un sujet de relations sentimentales classiques. Bah, j'ai vu que la fin faisait un peu débat pour certains. Elle avait l'air d'être un peu trop classique, comédie romantique, presque comme si ça retombait sur ses pattes trop gentiment. Moi, je le vois plus comme ils sont tous les deux, ils sont fucked up, quoi. Ils sont complètement un peu. Bah, ils ont leur part d'ombre et en fait, ils acceptent ça là où, sans être dans l'hypocrisie ou de peut-être d'autres couples où ça serait, on met ça sous le tapis et. Donc, non, ça m'a pas choqué. Je trouvais même le côté, justement, un peu décalé. Lui, il a un œil au beurre noir. Ah oui, il est... Scène, il se fait taper de partout, amocher de partout. Et ils sont au truc de burger. Ouais. Donc, ouais, non, ça m'a pas choqué. Mais j'étais un peu frustré qu'il n'y ait pas eu plus de scènes pendant le mariage, quoi. Et en même temps, je vois pas ce qu'il aurait pu rajouter forcément plus. Ouais, en même temps, c'était pas forcément le sujet. C'était tout l'avant, justement, ils discutent. Et c'est peut-être là où tu as trouvé qu'il y avait un ventre mou et peut-être moi aussi. Ah non, pas pendant le mariage, mais avant. Non, avant, justement, où mais ils bon, parlent. vite fait, hein, Mais en même temps, c'est tout ce cheminement-là qui est montré à l'écran, toute cette mécanique aussi. Et finalement, on ne sait pas si Charlie est dans l'interrogation parce que les amis disent que soit elle est folle, soit c'est pas normal, donc parce qu'il est poussé par son entourage. Le regard des ou autres, alors ça, si au final il le trouve réellement inacceptable indépendamment du regard des autres. Et voilà, oui, ça se trouve sans réaction plein de thématiques philosophiques, sociologiques, enfin ultra intéressantes dedans. Mais après, voilà, ce film, il peut faire débat, il n'est pas forcément consensuel. Mais c'est vrai que oui, ça se trouve, sans la réaction de leurs témoins, ça se trouve, ça lui serait passé au-dessus de sa tête. Ils ça en auraient montre parlé en fait, que tous les deux. À quel point tu peux te laisser influencer par la doxa dominante sur certains points de vue moraux Exactement, dans ma vie. Et du coup, donc du coup, vraiment, moi j'ai adoré. Pour l'instant, c'est un de mes films préférés de l'année, mais bon, ça ne fait que commencer. Et on va les retrouver, les deux, peut-être pas en même temps à l'écran. Peut-être qu'ils n'auront pas des scènes, je veux dire, ensemble, mais on va les retrouver dans l'Odyssée, parce qu'il y a Robert Pattinson et Zendaya qui ont des rôles dans l'Odyssée de Christopher Nolan et dans Dune 3. Dune 3, Dune 3, par contre, je pense qu'ils vont se croiser et Robert Pattinson a l'air de... Ouais, toi, t'as pas regardé l'abondance, tu te la préserves. Alors j'ai vu quelques images et rien que physiquement. Mais il a un look déjà. De toute façon, Pattinson, on peut commencer à parler des acteurs, mais Robert Pattinson, il est tellement sous-coté, je trouve, depuis presque plus d'une décennie où il y a beaucoup de gens qui le cataloguent encore avec Twilight. Tu trouves? Pourtant, il a une sacrée filmographie depuis quelques années. De moins en moins, mais je trouve qu'il est encore beaucoup... parce qu'il a fait beaucoup de films avec des réalisateurs un peu tranchés, on va dire, des réalisateurs moins mainstream. Ce qui fait que du coup, il a eu une décennie avec que des acteurs, que des réalisateurs, des cinéastes atypiques. Genre, il a fait 2 films avec David Cronenberg, il a fait des films avec... comment il s'appelle, le réalisateur de Nosferatu, Robert Eggers, il a fait The Lighthouse. Il l'a pas fait aussi avec Yorgos Lanthimos, non? Non, il n'a pas encore joué avec Yorgos Lanthimos. Non, il n'était pas dans The Lobster, ou je me trompe? Non, il n'était pas. Mais il aurait pu, tu vois, j'imaginerais tout à fait prochainement dans un Yorgos Lanthimos, tout à fait. Ouais, c'est vraiment... Oui, il a joué dans Tenet de Nolan, celui-là il était quand même stream, et The Batman, où c'est là où il est un peu revenu dans... Mais c'est à ce moment-là où les gens se sont dit « Ah, mais Pattinson là-dedans, c'était étonnant », et en fait, non, c'est un choix assez logique éventuellement, et j'ai hâte de voir revenir dans la peau de Bruce Wayne dans The Batman partie 2, qui devrait arriver dans les années à venir. Et Zendaya, qui du coup, elle a 4 projets. Elle a dit qu'elle faisait une pause après, parce que là, elle n'a pas arrêté. Après, je lis beaucoup de... Ouais, on la voit partout, mais j'ai l'impression qu'ils font ça à chaque fois qu'il y a un acteur ou une actrice qu'on voit trop. Genre, c'était le cas avec Pedro Pascal l'année dernière, parce qu'il était dans 4 ou 5 films. Mais en fait, les films, les séries, en fait, elles sont tournées. Et hasard de calendrier aussi pour mettre aussi en avant peut-être un moment charnière marketing un acteur, ils ont toujours comme ça des années où on les voit un peu partout et après généralement ça se calme, donc il n'y a rien de bizarre à ça. Je veux dire, il y avait eu la même chose avec Ryan Gosling par le passé, où il y avait une année où il avait fait Drive, Crazy Stupid Love, un film politique avec George Clooney, enfin il y avait pareil avec Nathalie Portman, pareil avec Fassbender. C'est comme ça, ils ont un moment de grâce où on les voit beaucoup, ça les inscrit en fait, ça les met dans
dans Hollywood d'une manière bankable particulièrement, et après ça se tasse ou ils reviennent avec un film par-ci par-là. Après, en tout cas, ils ont une très très bonne alchimie à l'écran. Ah oui, je sais pas comment ils ont été castés par même quand le tu vois les réalisateur. interviews, ils en font pas des caisses comme par exemple pour le Hurlevent là dernièrement avec où ça faisait un peu artificiel entre Jacob Elordi et... D'ailleurs, ça m'a pas donné envie de voir le film du tout. Mais... Ouais, du coup, ça peut être anti-marketing quoi. Jacob Elordi et Margot Robbie. Alors que là, ils font des blagues, ils parlent même de... Comment ça s'appelle, de Tom Holland. Tom Holland, ouais. Qui du coup, le copain de Zendaya, et tu vois, il n'y a pas de gêne, on parle pas de trucs genre, comme si c'était bizarre ou de simuler un couple pendant le marketing alors que ça serait faux. Non, du coup, même ils s'envoient des petits tacles pour rigoler. Enfin, c'est... Et Zendaya, ouais, du coup... Comment ils ont connu du coup ce réalisateur, les deux? Comment ils ont été castés? Dream Scenario est sorti, donc Robert Pattinson était à l'avant-première, il a rencontré le cinéaste comme ça. Et Zendaya, elle a voulu bosser avec lui après avoir vu Dream Scenario parce qu'elle a adoré. D'accord. Voilà. Ah bah il faut vraiment que tu me montres alors ce film. Ils vont voir les producteurs, et après c'est les agents qui font ça, tu vois, les rencontres. Et bon, vu que Zendaya est très bankable, Robert Pattinson de plus en plus, c'était logique. Moi, là, limite, je vois pas d'autres acteurs, tu vois. Des fois, tu pourrais te dire, j'aurais imaginé un autre acteur, une autre actrice pour le rôle, mais là, ça leur va parfaitement. En tout cas, il y avait vraiment une alchimie à l'écran, et en plus, les personnages collaient bien, je trouve, avec leur personnalité, et leur gueule, c'est... Robert Pattinson, il est vraiment atypique, souvent il est considéré comme un peu weird, genre un peu bizarre, parce qu'il a toujours un côté un peu décalé, ce qui fait que justement c'est pas un côté intello, et dans le film, il est directeur dans un musée, donc voilà, il a ce petit côté intello, et en même temps un peu foufou, quoi. Ouais, mais je veux dire, c'est pas l'acteur beau gosse consensuel ou un truc comme ça, il a vraiment ce côté un peu, même s'il fait des pubs de parfum, etc., il a ce côté un peu, une gueule particulière, il est quand même un peu atypique. Même dans Mickey 17, on l'avait vu, il était bizarre, quoi. Et mais bizarre dans le sens, c'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est pas un acteur lisse et un peu chiant, quoi. Et on va le retrouver prochainement encore dans une histoire de relation de couple, mais je pense que cette fois-ci sera beaucoup plus hard, dans le sens... Die My Love. Die My Love avec Jennifer Lawrence, où apparemment c'est plus tendu, on l'a pas encore vu, mais du coup ça a l'air plus... on verra, on reviendra dessus à ce moment-là. Et Zendaya qui revient avec Euphoria saison 3, là, donc ça va enchaîner avec Zendaya sur les mois à venir. Et Euphoria qui sans doute, je pense, là où elle a une prestation de fou, quoi. Zendaya vraiment... elle est talentueuse, quoi. Mais pour ceux qui par exemple l'ont peut-être vu que dans les Spider-Man, où elle joue la copine de MJ, c'est ça, je crois, de Peter Parker. Peter Parker. Du coup dans Euphoria elle est impressionnante, quoi, où elle joue une junkie qui essaie d'arrêter, mais du coup c'est vraiment une actrice. Malcolm et Marie aussi, qui était un film Netflix qui était sorti vers le Covid, je crois. Elle était vraiment impressionnante, elle a une palette de jeu très bonne, et puis elle est très attachante, quoi. En fait, c'est assez facile, le même film avec une actrice où t'as pas cet attachement émotionnel, je sais pas si ça marche, tu vois. Là t'as envie de comprendre en tout cas ce qui l'a poussé à avoir des pensées comme ça, et avoir de l'empathie pour elle, quoi. Donc ça marche nickel. Et après au niveau des autres acteurs, il y en a pas non plus 10 000, mais Alana Haim, du coup, qui a été découverte avec Licorice Pizza. Donc pour commencer avec son premier film chez Paul Thomas Anderson, c'est un peu consécration, quoi. Et après, elle a joué dans Une bataille après l'autre, dans un rôle un peu plus en retrait, et dans Mastermind qu'on n'a pas encore vu. Mais du coup, je trouve qu'avec ce film et Licorice Pizza que je te montrerai... une belle carrière en quelques films. Dans quelques films, elle montre aussi qu'elle peut jouer vraiment des rôles très différents. Elle aussi, elle a un physique atypique, elle a une gueule, quoi, et elle est assez marquante. Alors, elle est détestable, je trouve, dans le film, The Drama. Mais rien que ça montre qu'elle joue bien, quoi, parce qu'elle n'est pas détestable dans les autres films que j'ai vus avec elle, quoi. Et Mamadou Athie, que j'ai déjà vu, je ne sais plus dans quoi, mais qui est vraiment sympathique au demeurant, et genre, on dirait que c'est celui qui essaie de calmer le jeu, etc. Et même s'il la juge, mais du coup, il jouait très bien aussi. Bon, il est peut-être un peu plus en retrait que les autres, mais
mais qui était un bon acteur, et la collègue de boulot de Robert Pattinson. Ah oui, Misha. Qui, Elle aussi, je pense qu'elle pourrait, elle est super bien castée. on sent qu'elle elle a du franchement, potentiel pour. Ah ouais, Je sais ouais, pas ouais. si je crois pas l'avoir vue ailleurs, mais ouais, elle est. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Elle était dans Challengers apparemment, mais elle devait avoir un petit rôle. Ah bah Challengers, ah oui, Challengers avec Zendaya, Ouais. d'ailleurs. Euh, Tu t'en souviens d'elle dans Challengers? non, là, Moi, ça j'ai me pas vu parle le pas, film. mais oui, il faudrait que je te le montre aussi, celui-là. Ouais. Et Il qui, y a pour beaucoup le de coup, est rattrapage. était assez sulfureux. Elle a pas peur d'aller dans des rôles, finalement, qui pourraient être risqués pour sa Mhm. carrière. Enfin, dans sa carrière, plutôt son image, euh, on va dire, glamour ou un Ouais. truc. Non, elle a pas peur de se salir, entre guillemets, salir les mains en allant avec des réalisateurs qui font des trucs qui vont pas dans le sens du vent, quoi. Mhm. Et à part Spider-Man, mais bon, justement, elle a son côté blockbuster mainstream, plus grand public, et côté plus indé à 24, donc c'est intéressant. Ça me fait un peu penser à celle qui joue souvent avec Emma Stone. Oui. Maman qui a Ah bah, Emma aussi Stone, débuté avec un depuis qu'elle est avec Spider-Man Yorgos et Lanthimos, ensuite qui fait des films. mais tu vois, Emma Stone, ça m'a un peu lassé. Maintenant, on sait qu'elle joue très bien, etc., et qu'elle joue les personnages très étranges, T'aimerais la etc. revoir dans une comédie Bah, romantique? en tout Crazy cas, Stupid maintenant, Love ça 2? serait bien qu'elle revienne à des trucs un peu plus simples, Ouais, voilà. Parce que là, elle est vraiment partie dans un ouais. extrême. Mais bon, en même temps, dernièrement, on a vu Buconia, on a dit qu'on Ouais, avait on beaucoup aimé, adorait, ouais. donc en Ou vrai. Eddington aussi. Et oui, en parlant d'Eddington, ah oui, c'est vrai, Eddington, bah du coup, Ari Aster est aussi producteur du film. Il Ah était oui. producteur aussi de Dream Scenario, donc il a l'air de bien aimer produire. Bah, du coup, Christopher Borgli, ils doivent se comprendre parce qu'ils ont un peu le même côté euh, qui joue sur le malaise, donc c'est presque. Ouais. Là, à ce stade-là, c'est presque de film d'horreur du quotidien, je sais pas comment dire, c'est pas de l'horreur, Un mais. peu cauchemar. Ouais, Plus ouais. Enfin, cauchemar, Dream ouais. Scenario, ouais, ça l'est plus encore, je montrerai. Mm. Mais du coup, oui, ce côté malaisant, parce qu'il a commencé avec Hereditary et Midsommar, Ari Aster, qui sont vraiment des films d'horreur. Après, Boys Afraid, ça devient plus un cauchemar onirique avec des tas de métaphores et de choses atypiques. Et après, Eddington, où Mm. c'est un peu un film d'horreur dans le sens où ça te montre l'Amérique un peu telle qu'elle est actuellement, ou avec tous les conflits dans le monde, Mm. et que c'est une horreur du quotidien, quoi. Mm. Et donc c'est compréhensible qu'ils travaillent ensemble, ça m'étonne pas en tout cas. Mm. Et, ouais, et sinon un dernier truc, si tu veux qu'on parle peut-être la musique, je me souviens qu'il y avait des bonnes musiques, Ouais, on l'a vu il y a mais quelques jours et j'avoue ne pas me souvenir du tout de la musique. par contre la mise en scène, moi, déjà la photographie, j'ai adoré, mais bon c'est typique photographie à la 24, ils ont toujours des bons chefs-op, des bons directeurs de la photo, mais c'est surtout le montage. Ne serait-ce que le début où il la rencontre, Mhm. où il y a ce va-et-vient entre Mhm. ce qu'il dit à son pote pour le discours, et que tu as un swift comme ça entre deux temporalités. Ouais, je trouvais que ça fonctionnait très bien. Mhm. C'était pas un montage classique, Classique, non, pas linéaire du tout. et, et un peu ennuyeux. Il y a plein de va-et-vient, mais sans que ce soit bordélique, sans que. Pourtant, il y a des jump cuts en nombre, quoi. Il y en a pas mal, mais ça allait très bien avec Mm. le film. Ouais. Ouais, je crois qu'on a fait à peu Je près crois le tour. qu'on a fait tout Mm. le tour. Voilà. Maintenant, on va passer au testament d'Anne-Lee, De Mona Fastvold. qui est également coécrit avec son mari Brady Corbett, qui a réalisé The Voilà, son Brutalist. compagnon. Ben, j'ai l'impression qu'ils alternent. Un coup, ils écrivent pour l'un, pour l'autre, et en fait, Oui, parce même qu'elle il avait est, aussi coécrit The Brutalist. il est réalisateur de seconde équipe apparemment sur le film. Donc, seconde équipe, souvent, c'est pour faire des plans additionnels, pour rentrer plus de plans dans une même journée, pour gagner du temps par rapport au financement des films et d'aller plus vite, quoi. Et donc, le testament d'Anne-Lee raconte la fascinante et incroyable histoire vraie d'Anne-Lee, fondatrice du culte religieux connu sous le nom de Shakers aux États-Unis. Cette prophétesse passionnée qui prêchait l'égalité entre les genres et la justice sociale et était adorée par ses fidèles. Voilà pour le synopsis. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, à chaud? Oui, je sais pas s'il y a grand-chose à spoiler pour le coup. Donc, Oui, on parce peut que dire, c'est tiré d'une histoire vraie. franchement, oui, vraiment très, très intéressant, surtout pour la retranscription d'époque. Le film est souvent présenté comme une comédie musicale. Moi, je dirais pas ça, je dirais un film musical, Mhm. mais pas comédie musicale, parce que justement, dans une comédie musicale, les gens parlent, s'adressent aux autres comme en chantant, en faisant des actions, en chantant à chaque fois, comme si ça faisait partie d'une sorte
de dimensions parallèles où les gens s'adresseraient entre eux par la chanson etc. Et toi, t'aimes pas ça en plus? J'ai du mal. Il y en a certains que j'aime bien, genre La La Land, mais je suis vraiment difficile sur ça. Il y a des comédies musicales où je peux ne pas du tout rentrer dedans et ne pas apprécier du coup. Mais là, du coup, à chaque fois qu'ils chantent, etc., il y a toujours des figurants, enfin des gens autour qui les engueulent, leur disent arrêtez de chanter, etc. Donc, en fait, instantanément, tu n'es pas dans une comédie musicale parce que c'est dans la diégèse du film, quoi. Les gens chantent parce qu'ils chantent. Voilà, c'est leur manière de s'exprimer avec leurs prières et le fait qu'ils rentrent en transe. Donc, du coup, là, ça m'a pas dérangé. Et surtout, on va dire que les scènes de danse étaient particulièrement impressionnantes. Visuellement, quoi. Donc il y a un côté presque chorégraphie comme si tu voyais de la danse contemporaine ou Oui, du coup c'est un ballet, spectacle quoi. en plus donc c'est quand même assez attractif, quoi. Donc un film Regarde. qui t'a beaucoup plu. Il m'a plu. Après il m'a pas transcendé mais j'ai quand même beaucoup apprécié. Alors pour ma part, je suis plutôt en colère parce que je ne comprends pas pourquoi ce film n'a pas été nommé aux Oscars 2026. oui. Il est sorti en décembre. Il est sorti en décembre aux États-Unis et ce film, je l'ai trouvé vraiment incroyable à plein d'égards. Et notamment Amanda Seyfried délivre une performance mais Elle dit que c'était la prestation de sa vie. assez incroyable. Et d'ailleurs les Golden Globes l'ont Ah oui, c'est ce que tu m'as dit. l'ont nommé et je crois qu'elle l'a eu aussi Ouais. le prix. Mais Non, Golden c'était Globe. pas Ah non, oui, Red non, Barn. non, Ah non, c'est ça dans devait- un musical. C'est dans un musical. Dans un Elle a musical, eu voilà. pour un Jessie Buckley musical, l'a eu tout pour à un fait. drame et elle a eu pour Franchement. un musical ou drame, en fait. Et Ou franchement, comédie. face à Jessie Buckley, je sais pas vers où mon Ah ouais, ça aurait cœur été aurait penché parce que Là, ça aurait été plus franchement, compliqué il y a un tel engagement de juger, physique d'Amanda Seyfried, des scènes assez folles. Je pense que Quitte à ne pas avoir d'Oscar, enfin de nomination, au moins nomination pour Ouais, elle, quoi. ouais. Et par Même rapport à sur toi la qui as vu musique. sur un air de blues, Ah tu oui. aurais interchangé, Oui, carrément. même avec carrément. Emma Stone, en vrai. Emma Stone, elle avait eu par le passé, même si elle joue très bien dans Bugonia. Mais même sur la photographie est magnifique, le montage est très très bien fait, la musique, au moins une nomination pour la musique, même si celle de Sinners j'avais adoré, mais enfin sur la bande originale Ouais, c'est vrai complète, que le même la sound musique, design, je trouve impressionnant ça qu'elle assez soit pas- fou, donc ouais, gros coup de colère et un film que je trouve très très marquant. J'ai pas forcément tout aimé, notamment certaines scènes musicales, mais vraiment un film très bien réalisé, très bien joué, hyper marquant. Donc, petit coup de gueule là pour commencer Ouais, c'est vrai que le, c'est souvent comme ça dans les la Oscars, vie. c'est incompréhensible. Mm. Des fois, il y a des trucs qui sont mis en avant qui ne méritent pas plus que ça, et d'autres qui mériteraient plus. Mais bon, après, il est peut-être sorti un peu tard, et du coup, pour entrer dans la course aux Oscars, comme il y a Mm. Oui, des tout le monde années, s'était par exemple, peut-être déjà Sinners, fait ils une ont idée en commencé tête. La promotion. la promotion, non, surtout la campagne pour les Oscars, du Oui, coup, la en promotion, février oui. de l'année dernière. Oui, Donc c'est ça veut dire ça. qu'ils ont mis presque un an, Ouais. même si ils sont pas à fond sur l'année entière, mais Marty Suprême, par exemple, c'était tard, mais c'était pas aussi tard. Après, je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi tous les films qui ont été quand même réalisés par des femmes n'ont pas été. En fait, il y avait que des réalisateurs hommes au final. Bah, là, c'est sûr qu'avec The Brutalist qui a tout raflé un peu, enfin qui a raflé beaucoup de choses l'année dernière, ça fait un peu genre bon, pour son mari, il a été mis en avant, mais pas pour elle. Mais... Et peut-être qu'on pourra avoir tout à l'heure un débat sur The Brutalist et Testament d'Henley. Ça pourrait être sympa de faire le comparatif entre les deux films. En tout cas, voilà, moi j'ai trouvé vraiment ce film assez incroyable à bien des égards et donc à voir aussi pour son approche historique. Bah avant, elle avait réalisé déjà 2 films que j'ai pas vus, mais Ouais, c'est j'ai bien envie de les rattraper. C'est tous les deux. Sleepwalker et The World to Come, qui était déjà avec son acteur fétiche apparemment, qui est Christopher Abbott, qui joue Abraham, donc le mari d'Anne-Lee dans le film, mari d'Anne-Lee. qui jouait dans Girls et qui dernièrement, la série de Lena Dunham, et qui dernièrement jouait dans Wolfman, donc il jouait un loup-garou, quoi. Et il avait fait aussi... Il fait beaucoup de films indés, il a pas une figure très grand public, on va dire, mais il a fait un paquet de films. Et Poor Things aussi. Oui, il jouait exactement, le méchant mari. Ouais. Bah d'ailleurs, Du il coup, on aime en bien reparle, faire le rôle des méchants maris, du coup. Bah ouais, apparemment. Et il y avait aussi Thomasine McKenzie, Ouais, que j'avais adoré dans Last Night qui in était très Soho. bien Ouais. et qui jouait aussi dans Jojo Rabbit.
Et Tim Blake Nelson, qui est un des membres à la fin, qui est un acteur connu, qui a joué pour les frères Cohen par le passé. Et le frère, qui serait Lewis Pullman, qu'on a déjà vu ailleurs, et Stacy Martin, qui jouait dans Nymphomaniac et dans tout un tas de films, qui joue aussi dans des films français avec Pierre Ninet. Enfin, c'est une actrice anglophone qui joue dans des films français, dans des films américains et anglais. Et donc tout le casting était top. Et du coup, voilà, c'est vraiment l'histoire vraiment de 1760, où en gros... elle a été choquée quand elle était petite de voir la fornication entre sa mère et on ne sait pas si c'est son père. Ouais, moi, c'est juste la manière dont ils ont parlé. Oui, après, ils ont tout un tas de frères et sœurs. Oui, ils étaient 8 en tout et c'était la seconde des 8 enfants, si je me trompe pas. Et donc, elle était, entre guillemets, choquée par ça. Ça a un peu drivé sa vie. Et après, elle a eu une série d'avortements, pas d'avortements, mais de fausses couches avec son mari Abraham. Et bon, au bout de 5, je crois, 4 enfants, du coup, autant dire que ça l'a vraiment choquée. Donc, en fait, ça a fait comme une sorte de traumatisme qui fait que ça va régir, en gros, la religion des Shakers, du coup, qui serait d'être célibataire et d'être, en gros... juste unis à Dieu et à personne d'autre, et donc de ne pas avoir de relations sexuelles. Et donc, d'une certaine manière, c'est une secte qui ne peut pas progresser, ou en tout cas grandir facilement, parce qu'elle n'enfante pas. Donc, ils étaient obligés d'aller chercher des orphelins pour les rajouter, ou des marginaux, des gens qui ne savaient pas trouver leur place dans la société, et qui leur offraient... Alors c'est un mouvement qui a été instauré en Angleterre à la base au milieu des années 1700 et suite à une révélation de Annie. Alors c'est pas Annie qui a fondé les Shakers en Angleterre, c'est elle qui est allée on va dire fonder l'église des Shakers aux États-Unis à partir de 1774. Voilà. Et donc, avant de partir aux États-Unis, elle a eu des révélations qui ont fait qu'elle a été un peu considérée comme la mère des Shakers d'Angleterre. Et donc, elle n'a pas réussi à développer la communauté des Shakers en Angleterre. Et donc, elle a dû partir aux États-Unis. Alors, les Shakers, c'est un petit peu particulier. Nous, ça nous parle pas trop. C'est une branche du protestantisme, mais qui a une relation très... corporelle dans le sens où ils vont rentrer en transe et ils vont utiliser un peu le corps, une sorte de danse. Des danses saccadées, transcendantales. Cette transe pour un peu expier les péchés, avec aussi beaucoup de chants, des cris. Et donc c'est vrai que dans le film, c'était intéressant que ce soit un peu musical parce que ça permettait vraiment de présenter leur religion de manière explicite. Mais c'est tellement atypique quand tu le vois dans le film que tu pourrais ne pas y croire si tu t'étais pas renseigné sur Wikipédia, ou je veux dire pour savoir si ça existe vraiment, ou d'avoir vu des articles, tu pourrais ne pas y croire. Ça paraît tellement absurde d'une certaine manière. Et au final, tu le vois dans le film tout le long, il y a tout le temps des gens qui viennent pour les faire cesser. Et on vous entend dans tout le village, c'est un vacarme pas possible. Oui. Et en fait, ils sont vraiment... c'est une déflagration en fait de chants et de danse sur des heures et des heures qui rend fou l'entourage, et puis qui est très éloigné aussi de la religion de l'époque, qui était peut-être plus puritaine et moins expressive. Oui, puis c'est la raison pour laquelle ils vont aux États-Unis, c'est qu'à cette époque-là, du coup, ils se sentaient oppressés par les dogmes, etc., d'Angleterre ou de France, enfin en tout cas de l'Europe, du vieux monde, et c'est pour ça qu'ils vont aux États-Unis, le nouveau monde, où c'est une terre en gros à construire, fertile, parce que tout est à faire, et c'est une nature vierge en gros, et c'est pour ça qu'il y a eu plein de types de religions différents là-bas. J'imagine que il faudrait voir mais j'imagine que les Mormons, les Amish, etc., ça a dû commencer assez tôt aussi, et en gros chacun avait après été plutôt implanté dans des États. J'imagine aussi qu'il y avait des États qui avaient leur propre communauté, qui n'étaient pas forcément acceptés, presque comme des territoires qui préservaient chacun de leur côté, et où ils pensaient trouver là-bas la liberté de pouvoir exercer leur culte en toute
Liberté. En toute liberté, sauf que voilà, on le comprend dans le film et c'est l'histoire de l'Amérique, c'est que très vite l'Europe, du coup c'est devenu la Nouvelle-Angleterre là-bas aux États-Unis, puis en fait finalement il y a eu les mêmes règles qui sont arrivées assez vite et il y a eu ce même côté on veut pas de ça ici et, et très vite. Oui, ils ont été à plusieurs reprises attaqués. Donc leur développement n'a pas forcément été évident. Et surtout, ce qui pouvait expliquer donc la difficulté de leur progression, de leur développement et même de leur capacité à s'intégrer, c'est que le prêche était fait par une femme, ce qui n'est pas courant, notamment dans les religions dominantes. Et donc, voilà, il y avait cette radicalité dans cette religion, donc le prêche par une femme, l'égalité entre les genres, la justice sociale, le goût de l'effort, l'inclusivité aussi. Oui, parce qu'à un moment, ils voient des esclaves noirs C'est ça, du toutes les coup, en personnes ville. étaient traitées de la même manière, qu'elles soient blanches, noires, alors qu'on était sous l'esclavagisme, et leur profond pacifisme, puisqu'ils ne voulaient pas prendre part à tel ou tel camp pendant cette guerre. Oui, même les natifs américains, donc les Indiens, comme ils nommaient à l'époque, mais donc du coup, natifs américains, font du troc avec eux et Ouais. ils vivent en harmonie avec eux, apparemment. Donc, Oui, parce que donc et ça c'est prouvé. C'était une communauté où il y avait un très fort artisanat qui a eu un héritage important aux États-Unis de par certaines inventions qu'ils ont pu créer ou de par l'architecture. Donc c'est peut-être moins sur l'aspect religieux qu'il y a un héritage, puisque on le voit dans le film, Annie a jamais cherché à apparaître comme une gourou. Il n'y a pas d'effigie, il n'y a pas de sculpture avec son visage, ni de peinture. C'était surtout par la parole et par ses danses et ses chants. Et l'héritage qui est resté, c'était vraiment le matériel, donc ce qu'ils ont pu construire avec une architecture particulière qui, a priori, a traversé les âges et même encore jusqu'à maintenant, il y a de l'architecture. oui, parce qu'on voit le travail de menuiserie dans le film. Et il y a aussi, voilà, et il y a aussi un savoir-faire. Ils ont été inventeurs de pas mal de matériel ou choses pour révolutionner le quotidien, comme les pinces à linge, de ce que j'ai lu dans des articles de presse, ou même une scie rotative, ou enfin une scie particulière, ou même ils ont a priori inventé un lave-linge à roues, donc qui était avant-gardiste pour l'époque. Donc c'est une religion qui semblait assez quand même avant-gardiste et moderne, avec aussi une notion sur l'écologie, sur la durabilité. Et c'est vrai que ce côté, l'exigence sur le célibat et donc l'absence de sexualité fait que ça n'a pas pu se développer, mais il y avait quand même des valeurs assez modernes à l'époque. Oui, d'ailleurs, à la fin, dans le générique, ils inscrivent le nombre de... Ça fait, il en reste à l'heure actuelle plus que deux. Plus que deux, et ils sont montés jusqu'à 6000, c'est ça? Le moment du pic, je crois que c'est 5 ou 6 000. Et après, ils déclinent avec les différentes au milieu du communautés. 19e siècle, donc à peu près 50 ans après leur arrivée aux États-Unis. Donc ils sont arrivés, ils étaient moins de 10. Ils ont réussi à monter à 5000 50 ans après. Et aujourd'hui, ils ne sont plus que 2. Mais il y a des musées qui existent sur le sujet. Et j'ai même lu aussi dans certains articles qu'il y a quelques écoles établies dans les anciennes communautés des Shakers qui ont intégré dans leur programme aussi des pans entiers de leur religion autour du communautarisme notamment. Donc il y a encore un héritage des Shakers, même si ça reste architectural ou technologique ou sur quelques valeurs, à défaut d'être devenu une religion bien établie, quoi. Mais j'avais cru voir dans le générique qu'ils avaient tourné dans un village de Shakers, donc c'est peut-être devenu une sorte de village musée, oui. Ça. Mais c'est possible que ce soit juste quelques petits plans par-ci par-là, parce que ça, c'est un des défauts que je sais pas pour le film. Le film a été tourné en Hongrie et en Suède. Et moi, je trouve que ça se voit. Mis à part quand c'est en ville, c'est pas des forêts américaines où il n'y a pas ce côté américain. C'est parce que toi, et moi, ça me frustre parce que j'ai comme je vois pas mal de films d'Ouest sauvage, ou en tout cas dans le côté western, ou dans le côté plus l'Amérique
Bon, moi, je l'ai pas ressenti, du coup, mais c'est vrai qu'un puriste comme toi... puriste, vite fait, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours des fois le côté un peu contraignant. Bon, après, ça, franchement, c'est rien, je pinaille. Mais c'est vrai que, du coup, récemment, j'avais eu First Cow de Kelly Richards, où du coup, c'était vraiment filmé à l'endroit où ça se passe un peu dans ce même genre de période, avec les trappeurs américains, les débuts. Et voilà, tu sens que tu es aux États-Unis, il n'y a pas de doute. Le Nouveau Monde, ça a été tourné exactement à l'endroit, c'est l'histoire de Pocahontas, mais l'endroit avec les marécages, comme ça, dans Nouvelle-Angleterre, etc. Et donc, du coup, ouais, c'est un petit détail, mais du coup. Ah, écoute, je l'ai moins ressenti. Par contre, les retranscriptions des villes sont magnifiques. Je ne sais pas s'ils ont reconstruit juste des pans de villes, et après, sur le fond, tu as vu, on voyait. Comme s'il y avait des fausses peintures. Oui, c'est ça. Soit pour faire un hommage à l'époque, soit c'était peu. juste. Mais ça m'a pas choqué parce que je pense que c'est soit un hommage à la manière de faire comme ça, soit oui, c'était peut-être juste pas assez bien fait. Mais en tout cas, moi, ça m'a pas choqué, c'est parce que c'était esthétique. Donc Et c'est vrai que pour le même budget que The Brutalist, il y a quand même beaucoup plus de décors. Il y a plus de plus-value, ouais. Il y a quand même plus de décors, il y a plus d'extérieur, il y a plus de décors montés. Mais c'est parce qu'ils tournent justement à Budapest. C'est parce que Budapest, c'est devenu un peu le. Ouais, mais bon, enfin, Budapest, c'est devenu un peu l'endroit. Mais The Brutalist, il y avait beaucoup moins de décors au final. Je sais plus où c'était filmé. Plus on en parle d'ailleurs. C'était Budapest aussi. Oui, de toute façon, c'est Dune est tourné là-bas aussi. En fait, il y a. Enfin, pas partout, parce que quand ils sont dans le désert. Non, pas dans le désert, mais pour plein de décors, en fait, ils ont une espèce ils ont une réduction d'impôts fou quand ils font leur tournage là-bas. Et j'ai l'impression que c'est devenu un peu la succursale d'Hollywood là-bas. Et donc, du coup, ils font avec les moyens du bord, avec les décors qu'ils ont autour. Mais bon, une forêt hongroise, c'est pas une forêt américaine. Et c'est un détail, mais quand tu veux se coller à tous les petits détails. C'est dans les vêtements, dans les décors, etc. Et ben c'est vrai que ça peut sauter aux yeux. C'est pas les mêmes types d'arbres, c'est pas le même. Mais bon, après, voilà, comme je dis, je pinaille vraiment. Ah, tu pinailles. Ouais, mais bon. C'est pas ça qui est important dans le film. Et en tout cas, j'ai trouvé la réalisation super intéressante, avec notamment des scènes un peu en plan séquence. Et notamment une que j'ai trouvée marquante, où ils sont dans une sorte de manoir en Angleterre, où il y a une danse et il y a cette caméra qui tourne à 360 degrés. On voit des gens arriver et sortir des différentes entrées, des différentes portes. Vraiment, cette scène, j'ai trouvé assez incroyable. Toi, il y a des scènes qui t'ont marqué aussi? Moi, c'est sur le bateau. On dirait qu'ils ont tourné une chorégraphie 3 ou 4 fois avec un temps différent ou une saison différente. Une fois il pleut, une fois il neige, une fois il fait plein soleil. Et du coup, ils ont les mêmes mouvements et du coup, ils cut et en fait, ils mettent le même mouvement mais avec une autre saison. Et en fait, du coup, tu as la prolongation du mouvement en question, mais avec une fois la neige, une fois le soleil, une fois la pluie. Et du coup, c'était assez bien fichu, quoi. Ouais. Et ça montrait aussi que à cette époque-là, quand tu prenais le bateau pour aller aux États-Unis, ça prenait des mois. Et donc, du coup, ils pouvaient devenir fous, ils pouvaient mourir à cause des tempêtes, des maladies. Donc, c'était une épreuve, quoi, d'aller au Nouveau Monde à l'époque, quoi. Enfin, aux États-Unis. Et si on veut pousser le comparatif avec The Brutalist, j'ai trouvé Ang Lee beaucoup plus audacieux, des fois, sur la manière dont il pouvait filmer les scènes, dans le montage. Alors, The Brutalist a une certaine forme de radicalité. Moi, il m'a plus impressionné quand même. The Brutalist dans la réal, je trouve que ça a quand même plus de gueule. Même le ratio, etc. Alors oui. Même avec la musique, c'est le même compositeur de musique. Et la musique de The Brutalist, ça m'a marqué. J'ai beau avoir des griefs sur le film, au final, avec le recul... Même sur le montage? Dans le montage, par contre, il marche très bien. Déjà, celui-là, bon, il est moins long. Il fait 2h15, mais il passe plutôt bien. Je trouve pas qu'il y a un problème de rythme. Presque même, ça va presque trop vite, même. Par moments, je trouve que ça s'enchaîne vraiment, mais en même temps, c'est pas un défaut. Mais The Brutalist, oui, c'était moi, j'ai beaucoup préféré plus long. Annie, j'ai trouvé ça plus... les scènes de danse... plus marquant sur la... Et moins plombant. En tout cas, la deuxième partie était plombante. Oui, parce que la première partie, tu te dis, bon, ce couple, ça transpire pas le bonheur.
Enfin, je parlais de The Brutalist. Sur le Oui, côté mais bon, entre plombant, The Brutalist et le début voilà. avec Mais... tous les accouchements qui finissent pas bien, Oui, mais en et c'est même temps, très c'est cru la dans la vraie manière vie. d'être montré. Non, Ouais, mais c'est mais vrai en que c'est même bien. temps, c'est la C'est vraie bien vie. de ne Et pas avoir du un truc coup, qui censure tout, à tout va, tout le temps. cru, pour mais tout, quoi. c'est pas plombant. Et la manière dont Oui, c'est c'est pas voyeuriste. montré, voilà. Et pourtant, on montre des choses. Hein. Elle est nue, on montre les accouchements. Enfin, il y a des scènes qui sont quand même C'est pour ça que c'est dommage pour Amanda Seyfried, fortes, parce que quand tu mais, fais un rôle comme ça, que tu te donnes à corps et âme comme ça pour un film, ouais, tu mérites quand même une nomination, quoi. Ah, Au moins la franchement, nomination, parce que ouais. tu vas pas faire ça à chaque film. Tu vois, Ouais. là, elle se met à nu, littéralement. Ouais. C'est... Mais par contre, moi, au niveau des danses et des chants, moi, j'ai trouvé ça impressionnant. Sur la fin, quand tu as des plans zénithaux, donc vue du ciel, enfin vue d'en haut, Du plafond. tu vois une espèce de synchronisation parfaite dans la chorégraphie Ouais. des danses. Et par contre, ouais, là où j'avais un doute, je me disais, mais ils dansaient vraiment comme ça? Parce que si c'était le cas, c'était des danseurs hors pair. Et en fait, bon, ça a été romancé pour le film. Chorégraphié. Ouais, c'est très chorégraphié à danse contemporaine, quoi. C'était sans doute beaucoup plus chaotique et beaucoup moins esthétique. Ils l'ont fait pour le film de cette manière-là parce qu'ils voulaient que ce soit beau. Mais en vrai, ça devait être plus bordélique que ça et ça, c'était sans doute pas aussi beau à voir, quoi. beau à voir. Mais bon, mis à part ça, ouais, non, beaucoup apprécié ce film. Mais en tout cas, par rapport à The Brutalist, qui me donnait l'impression de se faire passer pour un grand film, etc., et qu'il en faisait des caisses, mais qu'il avait peut-être pas les moyens de ses ambitions, lui, finalement, il est plus modeste d'une certaine manière, et pourtant, il n'y a pas un côté cheap ou un côté on n'avait pas les moyens de faire ça. Au final, il que a ce soit dans les une plus décors, grande ampleur, je trouve. même le bateau, c'est un bateau suédois apparemment assez connu qui traversait à l'époque, et donc sans doute ils ont pris un bateau musée en gros. C'est ce qu'on fait généralement pour ce type de film. Ils ont fait la même chose pour Le Nouveau Monde de Terrence Malick, et en fait ils le prêtent pour le tournage, et du coup ça permet d'avoir un vrai galion qui filme proche des côtes pour le plaçage des caméras, tout ça, et du coup ça rajoute de l'ampleur, quoi. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé et je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas encore fait, ou à nous laisser un petit commentaire également si vous l'avez vu pour nous partager votre avis. Très bon film, et Amanda Seyfried, impressionnante. Ouais, impressionnante. Voilà, c'était les films dont on voulait vous parler. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et on se retrouve prochainement pour d'autres retours sur d'autres films. Voilà. À bientôt. À bientôt.